Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Pendant des siècles, les questions relatives au destin posthume de l'homme ont relevé du domaine quasi exclusif de la religion et de certaines philosophies. Dans les couches populaires, cependant, le désir d'un contact concret se manifestait par des pratiques diverses, telles que la nécromancie à laquelle le roi Saül recourut malgré l'interdiction qu'il avait lui-même promulguée, ou la technique des libations utilisée par Ulysse durant son Odyssée, ou encore divers procédés plus ou moins liés à la sorcellerie. Mais d'une manière générale, les idées dominantes restaient du domaine de la croyance en un système en place, même lorsque différentes conceptions s'y affrontaient. En Europe, le catholicisme tenait évidemment le haut du pavé, avec une doctrine cadenassée par Rome, figée dans les dogmes, le catéchisme et les encycliques. Tout était question de foi dans la révélation faite aux prophètes, foi dans le message de Jésus, même si ce dernier fut singulièrement muet sur l'au-delà qui nous attend, foi dans l'Église, la barque de pierre qui empêche les fidèles de se noyer dans l'océan des hérésies. Pourtant, en complément de la confiance en sa simple parole, Jésus lui-même n'écartait pas l'idée de convaincre par la puissance de persuasion de ses miracles, par leur caractère objectif. À la question de 2 disciples de Jean sur sa qualité d'envoyé de Dieu, le Christ répondit : « Allez raconter à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent. » Plus expérimentales sont les approches de l'Inde. Bouddha atteignit l'illumination, après une longue méditation sous un figuier. Les yogis accèdent à la connaissance lorsque le feu de Kundalini perce le dernier chakra, celui du crâne. Et chaque ascète est invité à réaliser la même expérience pour connaître et pour se sauver du cycle des renaissances. Les grands courants philosophiques ont aussi abordé ces questions de front. Platon par exemple, en bon raisonneur qu'il était, amenait son lecteur pas à pas à force de logique, de préambule et de conclusion à l'idée de la réalité de l'âme, de son caractère impérissable, de son existence avant sa descente dans un corps, de sa survie après le décès et de sa réincarnation prochaine. Pythagore aussi a fourni la matière sur laquelle les spéculations relatives à la vie posthume pouvaient s'arc-bouter. À partir de quelques maigres lambeaux de principes de base, les théologiens et exégètes ont pu s'en donner à cœur joie pour imaginer, chacun à leur façon, les merveilles et les atrocités de l'au-delà. Mais laissons là ces nourritures d'un lointain passé. Le lecteur intéressé par les réponses que les grands courants spirituels apportent aux éternelles interrogations de l'homme sur l'après-mort, peut se référer à mon ouvrage précédent, Mort et vie future. En résumé, illumination fulgurante, révélation divine, foi, théologie ou raison et logique, tels étaient les seuls outils dont l'espèce humaine disposait pour explorer cet abîme de mystère. Mais bien plus tard, s'immisçant petit à petit dans les affaires du monde, une nouvelle venue a fait son apparition, la science moderne. S'intéressant à tous les domaines du champ de la connaissance, cette dernière y a rapidement imposé ses méthodes et sa façon de penser. Francis Bacon, Claude Bernard, Henri Poincaré, pour ne citer que quelques noms parmi les plus connus, s'ingénièrent à lui forger une manière de procéder postulant notamment le rejet de tout dogme préétabli au profit de l'hypothèse basée sur l'expérimentation et l'observation et confirmée d'eux-mêmes. Les affrontements entre cette nouvelle façon de voir et les religieux en place ne se firent pas attendre. L'affaire Galilée pour les astres, l'évolution des espèces pour l'origine de l'homme, la vie en éprouvette par exemple. Cependant, certains se sont attachés avec plus ou moins de bonheur à vouloir appliquer ces principes aux questions relatives à nos fins dernières. Cela à partir de points de vue très différents, et pour arriver à des conclusions diamétralement opposées. Mais leur dénominateur commun fut d'établir un lien entre leur démarche et la science, ou de prétendre l'établir. Dès la moitié du XIXe siècle, le spiritisme connut un essor extraordinaire. Pensez donc. Les médiums dialoguent avec les morts. Plus de suppositions ni d'allégations hasardeuses, car les défunts nous informaient en personne sur leur nouvelle existence là-haut. Et l'authenticité de toutes ces communications était prouvée scientifiquement, sur la base de ce qu'Allan Kardec appelait l'expérimentation. Ses successeurs avaient la prétention d'arc-bouter les phénomènes spirites sur cette science naissante, la métapsychique, aujourd'hui dénommée parapsychologie. Plusieurs scientifiques de renom, dont le prix Nobel Charles Richet, rédigèrent de volumineux traités sur cette dernière.
Au cours des pages qui suivent, nous allons examiner les arguments de ses partisans et de ses détracteurs, ceux-ci semblant largement l'emporter. Le spiritisme de Kardec enseigne notamment l'évolution des esprits, théorie à la mode auprès des biologistes de cette époque, Lamarck, Darwin et d'autres, mais limitée évidemment aux espèces animales et végétales. La science de ceux-ci a déteint sur la pensée de ceux-là. Dans la foulée de ce qui précède, ou parallèlement, se sont développées les doctrines dites occultes. Théosophes, anthroposophes et rosicruciens dispensent un enseignement sur les différents véhicules immatériels de l'âme, son origine et sa destinée, manifestement inspirés de philosophies ayant cours en l'Inde et au Tibet. Au moyen d'exercices appropriés, leurs adeptes s'appliquèrent à faire éclore en eux une faculté de clairvoyance leur permettant d'explorer les mondes subtils qui nous entourent, dont ceux dans lesquels se meuvent les esprits des décédés. Il s'agit ici d'une démarche d'exploration de l'au-delà, similaire aux sciences d'observation qui inspectent et classent notre environnement. Le clairvoyant examine les plans subtils à l'aide de son œil astral, le troisième œil, un peu comme l'astronome scrute les étoiles au travers de son télescope. De la sorte, un beau rêve se fait jour, ne plus se limiter à croire aveuglément mais connaître par soi-même. Pour leur part, les sciences humaines ne sont pas restées étrangères au désir persistant en l'homme de dévoiler le mystère de la mort. Ainsi, la psychologie, en mettant au point des techniques de psychothérapie basées sur la relaxation et l'hypnose, a ouvert la porte à certains praticiens prétendant aider leurs patients à découvrir l'origine lointaine de leurs problèmes dans les péripéties d'une vie antérieure. Pareillement, les soi-disant souvenirs d'une existence passée relatés par de jeunes enfants à l'état de veille ont fait l'objet d'investigations qui se voudraient rigoureuses, un peu comme un juge d'instruction mène une enquête à charge et à décharge d'un suspect, passant au crible la crédibilité de chaque témoignage. Là aussi, certains partisans peu regardants n'hésitent pas à parler d'une démarche scientifique. Enfin, les progrès des techniques de réanimation ont permis de ramener à la vie des personnes dont les fonctions organiques, telles que respiration, rythme cardiaque et activité cérébrale, avaient cessé. Ces sujets ont rapporté une aventure troublante de sortie hors de leur corps et de contact avec une lumière vivante, sorte de Dieu intérieur. Ces expériences de mort imminente, EMI, Near Death Experience NDE en anglais, font actuellement l'objet de recherches et laissent augurer de belles perspectives quant à notre connaissance de ce qui nous attend après la vie terrestre. Là aussi, l'influence des progrès scientifiques est patente. Voici, brièvement esquissés ci-devant, les principaux thèmes qui sont développés dans le présent ouvrage. Cela étant, d'un point de vue personnel, le lecteur attentif devinera peut-être que ces pages constituent une sorte d'autobiographie. Celle-ci n'étant pas un simple récit de ma vie et de ses faits marquants, mais plutôt un résumé des lectures qui m'ont intéressé au cours de mon périple ici-bas, des sujets qui ont retenu mon attention, des doctrines auxquelles je crois ou auxquelles j'ai cru, d'autres qui entretiennent mes convictions ou mon espérance. Pour clore cette brève introduction, il m'est agréable de remercier mesdames Stéphanie Cromard et Dominique Thibault dont la relecture du texte a permis la rectification de quelques maladresses. Le spiritisme. Texte et historique du mouvement. Les deux ouvrages de base en matière de spiritisme kardéciste sont le Livre des esprits et le Livre des médiums d'Allan Kardec. Le premier consiste en un dialogue avec les esprits sous forme de questions-réponses portant sur la vie présente, celle de l'au-delà, la morale ou la philosophie. Le second décrit et commente les différentes formes de médiumnité. Mais la littérature spirit est vaste. Un grand choix de livres publiés en langue française est disponible sur la toile en version électronique. La plupart de ces ouvrages datent de l'époque où la bataille faisait rage entre partisans et adversaires du spiritisme, c'est-à-dire grosso modo entre 1850 et le début du XXe siècle. Les publications récentes sont généralement des synthèses qui n'apportent rien de nouveau, sinon les soi-disant enregistrements de voix défuntes, fort peu crédibles. Les tentatives de contact avec nos chers disparus existent sans doute depuis la nuit des temps. Déjà, les antiques nécromanciens interrogeaient les personnes décédées, souvent dans le but de connaître l'avenir. À Rome, en l'an 318, l'empereur Constantin publia un décret interdisant la communication avec les âmes des défunts. Pour les temps modernes, il est d'usage de situer la naissance du spiritisme vers la moitié du XIXe siècle aux USA avec les sœurs Fox,
médiums qui provoquaient toutes sortes de prodiges physiques étranges. Ces dernières auraient, paraît-il, avoué leur supercherie vers la fin de leur vie, puis seraient revenues sur leurs aveux. Quoi qu'il en soit, la mode des tables tournantes fit bientôt fureur en Europe. Chaque salon de la bourgeoisie s'amusait de ce phénomène inexpliqué, y compris à la cour de Napoléon III. La table tapait un nombre de coups correspondant aux lettres de l'alphabet. Un coup pour A, 2 coups pour B, etc. Et on obtenait ainsi un message censé provenir d'outre-tombe, de l'esprit d'un défunt. Peu après, d'autres formes de médiumnité, entre autres par écriture automatique, permirent de recueillir des textes plus élaborés. En France, c'est Denisard Hippolyte Léon Rivail, 1804 à 1869, pédagogue, mieux connu sous son pseudonyme d'Allan Kardec, qui a codifié la doctrine. Ses œuvres rencontrèrent un tel succès, que le spiritisme se propagea en France à une vitesse prodigieuse. Peu après sa disparition, le nombre de spirites y était estimé à 600 000. À sa suite, Léon Denis, l'astronome Camille Flammarion, puis d'autres s'employèrent à enrichir la bibliothèque spirite. Certains, comme Gabriel Delanne et plus tard André Dumas, s'appliquèrent à examiner la médiumnité sous une approche se voulant scientifique, l'objectif étant de prouver l'existence de l'âme après la mort. Le spiritisme connut un déclin en Europe à partir de la première moitié du XXe siècle. Aujourd'hui, il ne subsiste qu'une bonne vingtaine de cercles en France et 6 petits groupes en Belgique francophone. Néanmoins, les annonces vénales relatives aux voyants en tout genre foisonnent dans les journaux. En Grande-Bretagne existe une forme différente de spiritualisme, qui compte une 50aine de spiritualist churches. Pour sa part, le Portugal abrite plus de 100 groupes. Mais la palme revient incontestablement au Brésil, où on peut parler d'un véritable prodige puisque le nombre de fidèles y est estimé à 6 millions de pratiquants et 20 millions de sympathisants. Le mouvement spirit y possède un musée national, des hôpitaux, tandis que médecins et magistrats gagnés à la cause s'y regroupent en associations. En 2004, un timbre officiel fut émis pour commémorer les 150 ans du mouvement, et les députés ont voté en 2007 l'instauration d'une journée nationale du spiritisme. Au Vietnam, le caodaïsme, syncrétisme de différentes religions occidentales et orientales, fut créé au départ de communication médiumnique. Ces temples abritent des représentations de Victor Hugo et de Jeanne d'Arc, figures bien connues des spirites français. À partir des années 60, au sein du mouvement du Nouvel Âge New Age, qui s'est développé aux USA, est apparu le channeling, canalisation en anglais, qui consiste à entrer en contact avec une entité d'une autre dimension. Ces adeptes s'y adonnent notamment à l'écriture automatique et à l'expression vocale en état de transe. Le parallèle avec la médiumnité est patent. La différence essentielle entre le channeling et le spiritisme réside en ce que ces pratiquants ne prétendent pas nouer une relation avec les âmes désincarnées, mais avec un ange, une puissance supérieure, un être de lumière, un principe astral indéfini, voire un extraterrestre. La médiumnité et les hypothèses en présence. Dans tous les cas où un décédé est censé se manifester, la présence d'un être humain appelé médium est indispensable. Médium est un mot latin qui signifie moyen ou intermédiaire. Il est l'intermédiaire entre le monde des désincarnés et celui des vivants. Il possède ce don de naissance, mais peut aussi le développer. Les formes de médiumnité les plus fréquentes sont les tables tournantes, l'écriture automatique, l'incorporation et la voyance directe. Les supposées matérialisations d'ectoplasmes sont beaucoup plus rares. L'originalité du spiritisme, qui se voudrait scientifique, est de prétendre prouver la survie de l'âme après la mort. C'est sortir du domaine de la spéculation philosophique ou de la révélation transcendante, pour entrer dans celui de l'observation des faits et de l'expérimentation. Beau programme en vérité, belle ambition. Par rapport aux manifestations médiumniques, 3 sortes de réactions se présentent. La négation en bloc de tout fait spirit ou paranormal. Ces derniers n'existent pas ou sont explicables par la fraude, le hasard, ou un processus psychologique ou mécanique connu avec participation du subconscient. L'hypothèse spirit selon laquelle l'esprit d'un défunt se manifeste. Une explication de type métapsychique ou paranormal qui fait intervenir un phénomène inconnu sans recours à l'âme d'un décédé. Extériorisation de la motricité, télépathie, conscience cosmique universelle ou autre.
Cette approche n'obtint pas l'adhésion de la communauté scientifique. Les tables tournantes et frappantes. C'est par les tables tournantes, on l'a vu, que le spiritisme s'est introduit chez nous. En fait, le terme est peu approprié, car si les tables tournent parfois, généralement elles frappent le sol. Une séance se déroule comme suit. Les assistants s'attablent à un guéridon en bois et y posent leurs mains, les doigts écartés. Après une période d'attente quelquefois assez longue, le meuble bouge, se dresse sur 2 pieds pour heurter le parquet à l'aide du 3e. Au moyen d'un code préétabli, un coup pour A, 2 pour B, etc., on obtient un message supposé provenir de l'esprit d'une personne défunte. À l'occasion, une table beaucoup plus lourde ne frappe pas, mais se traîne à travers la pièce. Avant que le mouvement ne s'amorce, quelques petits craquements discrets, appelés raps, peuvent se faire entendre dans le bois. Parfois, le phénomène se limite à cela, ce qui a donné lieu à l'appellation d'esprit frappeur. Mais revenons à notre bon vieux trépied. Il est un fait qu'il bouge et tape sur le sol. Quelle est donc cette force qui l'anime ? Quand Allan Kardec interrogea l'esprit de Saint Louis, roi de France, à ce propos, « On ne vise jamais trop haut », ce dernier lui répondit, « Lorsqu'une table se meut sous vos mains, l'esprit évoqué va puiser dans le fluide universel de quoi animer cette table d'une vie factice. La table ainsi préparée, l'esprit l'attire et la meut sous l'influence de son propre fluide dégagé par sa volonté. Le guéridon obéit donc à l'impulsion donnée par l'entité désincarnée. Toutefois, la communauté scientifique ne se rallia pas comme un seul homme aux éclaircissements apportés par Saint Louis. Dès 1864, Michel-Eugène Chevreul expliquait le phénomène par les mouvements musculaires inconscients d'une personne assise à la table. Ces mêmes mouvements apparaissaient en manipulant la baguette divinatoire ou le pendule explorateur. Il y avait bien fraude en quelque sorte, mais fraude involontaire. Sa théorie fut adoptée par les savants, et est toujours de mise aujourd'hui. À l'appui de cette explication, le professeur Strombo a empêché le soulèvement de la table en la saupoudrant de talc sur lequel les mains des assistants glissaient. Pour sa part, Faraday, le célèbre physicien, recouvrit le guéridon de feuilles en carton superposées liées par du mastic à demi durci qui en assurait l'adhésion tout en cédant à une impulsion prolongée. Après que le meuble ait bougé, il fut aisé de voir que les cartons avaient glissé les uns sur les autres. Ceci semblait confirmer l'hypothèse de Chevreul. D'aucuns ont baptisé ce phénomène effet idéomoteur. Le mouvement est inconscient comme celui d'avaler la salive ou de cligner des yeux. Néanmoins, lors de certaines expériences, il est apparu que de lourdes tables pouvaient se traîner à travers de la pièce. Mieux encore, à en croire des autorités scientifiques de renom, Crookes, Richet, etc., certains médiums particulièrement doués seraient parvenus à la mouvoir sans contact et même à provoquer sa lévitation complète. Dans le passé, le cas célèbre de Sapia Palladino 1854 à 1918 fut relaté par Main-Auteur. Mais son honnêteté fut largement mise en doute par la suite. Plus près de nous, des chercheurs ont prétendu avoir assisté à des prodiges similaires. Ayant pris, ou cru prendre, toutes leurs précautions pour écarter la possibilité de fraude, les expérimentateurs ont conclu à l'existence possible d'une certaine extériorisation de la motricité. Ce phénomène fut appelé effet PK ou psychokinésie, c'est-à-dire action motrice du psychisme sur la matière. En Angleterre, sous la direction de Kenneth Batchelor, psychologue clinicien, une équipe commença à expérimenter à partir de 1964. À l'en croire, il obtint plusieurs lévitations complètes et fit bouger la table sans aucun contact. Tous ces déplacements furent enregistrés et mesurés au moyen d'instruments adéquats. Il nous semblait, déclara Batchelor, que l'hypothèse des mouvements musculaires inconscients venait d'encaisser un sérieux camouflet. Il souligna qu'à son avis, le doute et le soupçon inhibent la manifestation du phénomène, tandis que la tranquille certitude la favorise. Notons bien que les participants ne croyaient pas à l'intervention des esprits, mais en celle de forces naturelles à étudier et à maîtriser. Malheureusement, ces étonnants prodiges, s'il existe, restent exceptionnels. Au sujet des supposés mouvements sans contact, Janet écrivait « Je me hâte d'ajouter que ces phénomènes réservés sont infiniment rares et que je serais fort embarrassée pour en parler, car malgré toute ma curiosité je n'ai jamais vu rien qui y ressemblât. » Aujourd'hui, les illusionnistes obtiennent facilement la lévitation complète d'une table ou d'un autre objet,
ce qui n'implique pas bien sûr que tous les médiums soient des prestidigitateurs. Voilà pour la motricité, la mise en mouvement du guéridon. Mais qu'en est-il de l'élaboration de mots et de phrases, de leur origine intelligente? Pour le psychologue Janet, dans ce cas comme dans les autres formes de médiumnité décrites ci-après, tout vient du subconscient du médium. Il note: le point essentiel du spiritisme, c'est bien la désagrégation des phénomènes psychologiques et la formation en dehors de la perception, d'une seconde série de pensées non rattachées à la première. Pour sa part, l'illustre astronome Camille Flammarion avait aussi remarqué que les réponses de la table paraissaient être inconsciemment dirigées par les assistants. Celui-là même dont les spirites se réclament, et qui avait prononcé l'éloge funèbre d'Allan Kardec sur sa tombe en 1869, semble avoir bien changé d'avis 30 ans plus tard, puisqu'il écrivit: la table nous parle dans notre langue, avec nos idées, dans les limites de notre savoir, selon nos opinions et nos croyances, discutant au besoin avec nous comme nous le faisions nous-mêmes. C'est absolument le reflet, immédiat ou éloigné, précis ou vague, de nos sentiments et de nos pensées. Toutes mes expériences pour constater l'identité d'un esprit ont échoué. Au contraire, l'examen attentif des communications conduit à déterminer leur origine. Cette origine, conclut-il, c'est notre propre force psychique. À propos de la technique du verre, plusieurs expérimentateurs ont mis en lumière l'action du médium. En bandant les yeux des participants, le verre ne bouge plus ou les messages deviennent incompréhensibles. Un argument contre l'hypothèse spirit dans le phénomène des tables tournantes fut fourni par une équipe de parapsychologues de Toronto, au Canada, où une biographie totalement fictive d'un fantôme nommé Philippe fut imaginée avec moult détails. Dès que le groupe eut bien intégré la vie de ce personnage, ils procédèrent à des séances de table dans une ambiance gaie, détendue, c'est mieux que la méditation sérieuse, sans la présence d'aucun médium connu. Un jour, le meuble décolla et Philippe répondit de bonne grâce aux questions, confirmant tout ce qu'on avait inventé à son sujet. Le groupe de Toronto ne cherchait pas à communiquer avec un disparu, mais à recréer les conditions propres à provoquer le phénomène. Mais revenons au XIXe siècle, époque où les tables frappantes faisaient fureur dans tous les salons à la mode. Parmi les participants à la nouvelle doctrine, le plus célèbre fut incontestablement Victor Hugo qui, dans l'île de Jersey où il s'était réfugié, assista à de nombreuses séances de table de 1853 à 1855. Quasi quotidiennement, durant 2 ans et demi, lui et ses proches reçurent des communications des esprits au moyen de coups frappés par un guéridon. Un cortège impressionnant de personnages illustres y défila. Molière, Shakespeare qui versifie en français, Chateaubriand, Galilée, Louis XIV, Dante, Aristote, Racine, Robespierre, Platon, Napoléon, mais aussi pour faire bonne figure Mahomet et Jésus-Christ avec lesquels Hugo parle d'égal à égal. De longs poèmes sont signés de ces grands noms. Voici un exemple au cours duquel Victor Hugo interroge Molière sur les relations hiérarchiques entre les âmes de l'au-delà, mais c'est l'ombre du sépulcre qui lui répond. Esprit qui veut savoir le secret des ténèbres. Et qui, tenant en main le terrestre flambeau, vient furtif à tâtons dans nos ombres funèbres, crocheter l'immense tombeau. Rentre dans ton silence et souffle tes chandelles. Rentre dans cette nuit dont quelquefois tu sors. L'œil vivant ne lit pas les choses éternelles. Par-dessus l'épaule des morts. Il paraît que Hugo, furieux, se leva et quitta la salle. L'histoire de ces textes est empreinte du plus grand mystère. Comment les choses se sont-elles déroulées? Dans une étude très fouillée, véritable enquête policière, Patrice Boivin nous révèle que les coups de la table faisaient l'objet de procès-verbaux consignés par le rapporteur désigné, généralement Victor Hugo ou un ami, avant leur mise au net le lendemain dans 4 cahiers par les soins du grand poète. Ces cahiers disparurent de façon inexpliquée. Ce n'est qu'en 1923, 70 ans après les premières soirées de guéridon, alors que tous les témoins étaient décédés, que son second exécuteur testamentaire en publia des extraits à partir de copies. C'était Paul Meurice, un spirit convaincu. De son propre aveu, c'est lui qui a opéré le tri. Un de ces fameux cahiers réapparut en 1962, et un autre en 1972 dans des circonstances troubles. Ce dernier comporte plus d'une vingtaine de séances inédites. Les 2 livrets se trouvent à la Bibliothèque nationale de France. Quant aux procès-verbaux existants, composés de plusieurs copies,
Ils sont conservés à la maison de Victor Hugo à Paris. Nul n'a encore procédé à la confrontation de l'ensemble des documents disponibles. Pour plus de détails sur cette saga, nous renvoyons le lecteur intéressé à l'enquête de Patrice Boivin. Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse de prose ou de vers, la plupart sinon tous les amateurs de belles-lettres s'accordent à reconnaître le style hugolien dans les poèmes publiés. On y discerne la griffe du maître, et les illustres signataires n'y seraient pour rien. Les assistants non plus. Oui, mais voilà, Victor Hugo n'était pas assis à la table. Il faisait souvent office de secrétaire en notant les lettres obtenues pour rédiger les procès-verbaux des séances. Comment aurait-il pu influencer le médium ? Par télépathie ? Mais il serait bien extraordinaire que la transmission de pensée, si elle existe, permette de faire parvenir au subconscient des participants sans erreur une telle montagne de vers chaque soir. L'hypothèse de la fraude n'est bien sûr pas à exclure, mais il y en a une autre. Jean de Mutigny fait justement remarquer que la technique de la table frappante est fastidieuse et ne convient guère pour obtenir de longs messages. Mais le système plus rapide du Ouija, à l'aide d'une tige que l'on déplace sur un alphabet, fut rejeté expressément par les esprits. Ainsi, la séance du 17 décembre 1854 a demandé quelques 45 000 coups de guéridon pour délivrer les 3 ou 4 000 lettres des propos de Galilée, ce qui implique une moyenne d'environ 3 percussions par seconde durant les 3h25 de travail. De même, la session du 14 février 1854 nécessita approximativement 28 000 coups, en 5 heures, auxquels il convient d'ajouter les inévitables arrêts ainsi que de nombreuses corrections concertées entre les participants et consignées par le détail dans le procès-verbal. Tenir un tel rythme jusque tard dans la nuit semble peu crédible, car les soirées étaient éprouvantes pour tous, 4 ou 5 heures, et fréquemment jusqu'à 2 heures du matin. Jean de Mutigny pense que dans ce contexte, hormis les réparties courtes, les assistants ne pouvaient tout simplement pas suivre. Ils voyaient la table frapper le sol, mais ne pouvaient compter les coups et n'avaient connaissance du texte que lorsque Victor Hugo, le scribe, le leur montrait. D'ailleurs, ce dernier n'énonçait peut-être pas les lettres de l'alphabet non plus, mais rédigeait directement comme sous l'effet d'une impulsion intérieure. Or, sa famille recelait en son sein des cas psychiatriques. Son frère Eugène ainsi que sa seconde fille, Adèle, furent schizophrènes. De Mutigny en conclut que Victor Hugo souffrait d'un dédoublement de la personnalité, paraphrénie fantastique, de sorte qu'il écrivait en toute bonne foi ses vers, soit lors de la prise de notes, soit au moment de leur retranscription, croyant décoder ce qui venait de son célèbre visiteur, alors que son inconscient improvisait. Improvisait génialement certes, mais génie et folie ne se côtoient-ils pas souvent ? Les matérialisations et la transcommunication instrumentale. La manifestation médiumnique la plus spectaculaire, mais aussi la plus controversée, est celle qui réussirait à donner corps à un esprit. Ceci peut consister en une simple empreinte laissée par celui-ci dans de la gélatine, soit à provoquer l'extériorisation d'une substance appelée ectoplasme, qui émane du médium, se modelant parfois pour prendre les traits du visage de l'entité spirituelle censée se rendre visible. Les apparitions de Cathy King. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.